Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Marie-Soleil Messier, du curateur public du Québec. On apprendra à mieux connaître cette organisation finalement gouvernementale. On a à l'Espresso et l'Espresso allongé le sujet 5 étapes pour interpréter les rêves. En début de deuxième demi, on recevra Fernand Landry de Parrainage civique de Montréal. Alors tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On a bien sûr des chansons et la première qu'on fait entendre, c'est On leur a fait croire de Alex Nevsky. Bienvenue à Folie douce. On s'est dépeint, démaquillé, on a mis du fard sous nos joues. On s'est éteint, déraciné, on a mis du soir sur nos jours. On s'est soumis, on a plié, on a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et bâillonné, on a mis la mort à nos trousses. On a repris, puis dilué, on a troqué l'or pour les sous. On s'est fait saint, on s'est fait sacré, sans mettre nos corps sous les clous. On s'est fait pute, et pour briller, on a mis de l'or à nos coups. On s'est repeint, remaquillé, on a mis du fard sur nos joues. On s'est étreint et déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. Oui, on s'est étreint et déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. On s'est étreint et déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. On s'est étreint et déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. On s'est étreint et déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. On s'est étreint et déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille mon invité qui est Marie-Soleil Messier, chef de service au curateur public du Québec. Alors bonjour Mme Messier. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va essayer de tout connaître en fait sur le curateur public. C'est quelque chose qui est assez méconnu, je dirais, en termes de... on pourrait appeler ça, c'est un peu un département, en fait. Comment on peut le situer d'abord? Comment on peut définir qu'est-ce que c'est le curateur public du Québec? Le curateur public, c'est un organisme du gouvernement du Québec. Oui. Qui veille à la protection des personnes inaptes. OK.
De toutes les personnes inaptes, que ce qu'on parle de santé mentale, qu'on parle de quel éventail en fait de personnes on pourrait donner comme exemple aux gens pour bien comprendre là, ce que le curateur fait. Les trois principales problématiques sont la déficience intellectuelle, les maladies démence et les problèmes de santé mentale. OK. Et d'abord, quand est-ce que le curateur a été mis en place? Est-ce que ça existait depuis longtemps? Et depuis combien de temps? Oui, ça fait 70 ans. Ça fait depuis 1945. OK. Donc, depuis très longtemps, finalement, quand quelqu'un ne peut pas s'occuper de sa personne, le curateur va comme prendre en charge. C'est un peu ça qu'on peut comprendre, c'est ça? Oui, c'est exact. Oui. Oui. Et jusqu'à où jusqu'à où le curateur va? Comme vous êtes donc depuis quand même plusieurs années au curateur, mais comment ça fonctionne? Quel est le rôle complet, en fait, du curateur public? Bon, dans son rôle de veiller à la protection des personnes inaptes, le curateur public va informer la population, entre autres au niveau de l'importance de rédiger un mandat de protection. Il va aussi soutenir les représentants légaux privés. Puis, en dernier recours, il va être lui-même le tuteur ou le curateur des personnes inaptes. Ça veut dire quoi, le mandat dont vous parlez? Le mandat de protection. Oui, de protection. Hein. C'est un mandat qu'on peut rédiger soit devant un notaire ou holographe. Puis, ça nous permet de pouvoir choisir, pendant qu'on est apte à le faire, la personne qui va pouvoir s'occuper de nous et de nos biens si jamais on devenait inapte. Et à ce moment-là, le curateur n'a pas à intervenir, si je comprends bien. Si les gens se prémunissent d'un mandat comme ça, à ce moment-là, c'est un peu ce qu'on appelle un mandat d'inaptitude, c'est un peu ça? C'est ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas ça, automatiquement, le curateur va comme prendre la relève pour prendre en fait en charge les besoins de la personne. Là. Ça peut être le curateur public, mais ça peut être aussi les proches qui peuvent prendre en charge, donc les proches, un ami, la famille, qui pourraient devenir les représentants légaux des personnes inaptes. OK. Et dans les faits, si on prend par exemple un exemple de santé mentale, une personne qui a des problèmes de santé mentale, qui n'est pas capable de s'occuper, ou en tout cas qu'on juge que la personne a de la difficulté à s'occuper à gérer ses choses, c'est un peu ça aussi, de gérer un peu tous ces... que ce soit des avoirs, ou c'est un peu ça aussi, là, dans le fond. Donc, qu'est-ce que le curateur fait? Quelle sorte d'implication? Premièrement, ça prend 2 évaluations. Donc, une évaluation médicale faite par le médecin qui va mentionner le diagnostic, la cause de l'inaptitude. Donc, pour les problèmes de santé mentale, ça peut être un trouble bipolaire ou la schizophrénie. Par la suite, il y a aussi une évaluation psychosociale qui est faite par un travailleur social qui doit déterminer le besoin de protection. Donc, oui, ça prend une inaptitude, mais il faut aussi avoir besoin de protection pour pouvoir avoir un régime. Les intervenants du réseau vont nous faire parvenir les évaluations. Puis le curateur public va faire une analyse. Puis après ça, on va déterminer qui serait le mieux placé pour pouvoir prendre en charge la personne inapte. Donc, ça peut être un membre de la famille. Puis si personne ne peut le faire, ce sera le curateur public. Et qu'est-ce que vous faites dans les faits? Est-ce que vous gérez, par exemple, l'argent de la personne? Est-ce que vous gérez les trucs qu'elle a à payer? Comment ça fonctionne? Si c'est un régime public qui est ouvert, le curateur public va prendre connaissance de la situation financière de la personne. On va prendre entente avec les propriétaires, par exemple, si la personne habite un domicile pour pouvoir payer son loyer. On va rapatrier ses allocations, son chèque d'aide sociale, sa régie des rentes. On peut prendre entente aussi avec l'épicier, avec les organismes communautaires pour pouvoir remettre l'argent à la personne pour ses dépenses personnelles quotidiennes. Puis on va aussi s'assurer que la personne reçoit réponse à ses besoins, qu'elle reçoit tous les services que sa condition nécessite. Oui. Combien de personnes le curateur public prend en charge? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou donc, de façon régulière, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous la curatelle publique? Sous régime de protection publique, il y a environ 13 000 personnes. Sous régime de protection privée, il y en a environ 17 000, puis il y a environ 12 000 mandats homologués. Quelles sont les différences de ces 3 types d'interventions? Comment on peut expliquer ça?
Le mandat, c'est si on a rédigé notre mandat de protection, la personne, quand elle va devenir inapte, son mandataire, parce que c'est important d'aviser la personne qu'on a désignée que c'est elle qu'on a choisie pour prendre en charge, va faire homologuer le mandat, puis elle va pouvoir devenir le représentant. Sinon, les régimes de protection privée, c'est un membre de la famille ou un proche, un ami qui est nommé le représentant privé. Puis, il y a le curateur public aussi qui pourrait être nommé si personne ne peut le faire. Donc, le curateur se garde vraiment en dernier recours, dans le fond, l'intervention, parce que c'est quand même 13 000 personnes, vous disiez. Donc, 13 000 personnes à gérer, c'est quand même, ça demande beaucoup de personnel puis d'argent. Le curateur doit investir pour gérer tout ça, c'est ça? Oui, le curateur public compte environ 630 employés. Et qui sont un peu partout au Québec? Il y en a oui. un peu partout dans toutes les régions? Oui, le siège social est à Montréal, puis il y a 4 directions territoriales, donc une à Québec, une à Montréal, Longueuil et Saint-Jérôme, avec des points de service. OK. Et est-ce que l'avenir, est-ce qu'on vise au curateur public, est-ce qu'on vise justement à prendre moins de gens en charge? Est-ce que c'est dans l'intérêt de nous tous, dans le fond québécois, que les gens se prennent eux-mêmes en charge ou qu'il y a quelqu'un de leur entourage qui se prenne en charge? Est-ce que c'est un peu ça le but aussi? Oui, le curateur public encourage beaucoup, premièrement, la rédaction du mandat de protection. C'est la première chose qu'on peut faire parce qu'on devient maître du choix qui va être fait. Puis, c'est certain que la famille a toujours priorité pour pouvoir être le représentant légal d'une personne inapte. Même si le curateur public fait très bien son travail, personne ne peut mieux connaître la personne inapte que sa famille, ses proches. Oui. Et au jour le jour, dans le fond, quand on établit, vous disiez tout à l'heure, on établit un système, par exemple, on prend une entente de dire on va payer le loyer, on va faire comme la gestion pour la personne. S'il y a des changements à survenir, comment ça fonctionne? Est-ce que la personne est comme... est-ce que c'est difficile justement à changer le modèle, le moule? Parce que ça devient un peu de la gestion au quotidien, c'est peut-être pas l'idéal, il faut voir, là. Mais c'est certain que le curateur public va toujours agir dans l'intérêt de la personne, puis il va toujours agir aussi dans le but de sauvegarder son autonomie. Donc, si la personne est en mesure de faire certains actes par elle-même, on va laisser le plus possible la personne pouvoir l'effectuer. Puis, les régimes de protection peuvent être sur une longue durée. Donc, oui, les situations peuvent changer. La personne peut être à domicile, après ça être en hébergement dans une ressource intermédiaire, puis à la fin de sa vie en CHSLD. Donc, on va ajuster les budgets en fonction des situations. Et au quotidien ou de façon régulière, est-ce que la personne qui est sous le régime public, par exemple, de la curatelle, est-ce qu'elle peut contacter, est-ce qu'elle a une personne attitrée ou une personne donc, qui va être responsable de son dossier? Est-ce que c'est facile justement de communiquer et d'avoir un suivi si on a des besoins différents ou des choses comme ça? Chaque personne représentée a un curateur délégué qui est assigné à cette personne-là, puis ça va être son unique interlocuteur pour la personne représentée. Donc, si elle a des questions, des besoins, des demandes, des interrogations, des insatisfactions, ils vont pouvoir s'adresser à leur curateur délégué. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à dire, disons, aux gens aussi qui pensent que le curateur, des fois, en prend trop large, de dire, par exemple, on entend souvent dire, le curateur, si on ne fait pas un mandat d'inaptitude, le curateur va gérer tout à notre place. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire pour peut-être, justement, démystifier ou mieux informer la population là, sur le vrai rôle du curateur? C'est certain que le curateur public va rapatrier les pensions de la personne, puis dans le but de pouvoir s'assurer d'effectuer tous les paiements que sa condition nécessite, mais ça va toujours être fait dans le respect de l'autonomie de la personne. Donc, si elle est en mesure de gérer un certain montant au quotidien ou mensuellement de dépenses personnelles, bien, on va pouvoir lui faire parvenir un montant d'argent qu'elle va pouvoir gérer elle-même. Est-ce que le curateur, quand il va gérer on parle toujours du curateur, c'est de l'entité, là, en fait, quand on gère les avoirs d'une personne, est-ce qu'il y a des frais qui sont pris sur les avoirs de la personne ou ça ne doit pas être gratuit, j'imagine? Il y a une tarification qui est fixée, mais c'est certain que le curateur public est là pour protéger les personnes les plus vulnérables, donc il n'est pas là pour pouvoir utiliser son argent. Ouais. Donc, il y a des conditions d'exonération. Là. Donc, si la personne a peu de revenus, il n'y a pas d'honoraire qui va être
Mais va sinon, être ça fonctionne chargé. sous forme de pourcentage ou est-ce qu'il y a des normes qui sont... C'est plutôt à l'acte que ça va être... OK. Ça va être, Ça peut représenter quoi, par exemple? Est-ce qu'on a un exemple pour donner une idée aux gens? Ça va dépendre du patrimoine de la personne. S'il y a plusieurs immeubles à gérer, plusieurs pensions, plusieurs créances, c'est sûr que ça va coûter plus cher que si la personne n'a pas d'immeuble ou qui a un petit patrimoine. Oui. Quelqu'un qui a, je sais pas, qui a 500 000 là, ça coûte quoi? Vous n'avez pas nécessairement un exemple précis? Là? J'en aurais pas OK. à vous donner. OK. Juste pour donner une idée de grandeur, en fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On a peut-être une minute encore là, sur le curateur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au niveau des auditeurs pour mieux connaître? Je pourrais vous dire que le curateur public a vraiment à cœur la protection des personnes qu'il représente, puis de toutes les personnes inaptes là, de la population. Si c'est possible, faites votre mandat de protection, puis invitez les familles à prendre en charge leurs proches qui sont inaptes. Et de leur laisser savoir, justement, de se prendre une entente avec une personne qui va être volontaire pour pouvoir prendre justement la charge que ça implique. Là. Oui, exactement. Ouais. On pourrait donner, en terminant, peut-être des coordonnées. Il y a un numéro de téléphone, il y a un site web assez simple pour sûrement en savoir plus. En fait, ça explique bien, surtout le site web, j'imagine. Oui, le site web contient plusieurs informations. C'est le curateur.gouv.qc.ca. Il y a de l'information pour les proches, pour les personnes inaptes et pour le réseau aussi de la santé. C'est bien curateur.gouv.qc.ca, c'est oui, ça? Exactement. D'accord. Puis le téléphone, en terminant? Le 514-873-4074. Excellent. Donc, 514-873-4074. Merci beaucoup, Mme Messier, Marie-Soleil Messier, d'avoir été des nôtres. Et puis, on a appris à mieux connaître le curateur public du Québec. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Je sens le vide autour de moi. Je n'ai jamais compris comment, pourquoi. Les souvenirs qui vont au cœur quand l'amour s'éteint et qu'il meurt. Imaginez ma vie sans toi. Je vis en silence. Je voudrais tout oublier le jour où l'on s'est tant aimé. Je vis en silence. Je voudrais tout effacer pour enfin me retrouver, recommencer. Je dois repenser mon destin et ne plus remettre à demain plus loin. Changer ma vie, mon univers, que tu as mis tout à l'envers. Reprendre enfin ma vie en main. Je vis en silence. Je voudrais tout oublier le jour où l'on s'est tant aimé. Je vis en silence. Je voudrais tout effacer pour enfin me retrouver, recommencer. Je voudrais arrêter le temps, avoir l'envie de vivre tout simplement. Oh, me laisser bercer par le vent et retrouver mon innocence, regagner mon jardin d'enfance. Je vis en silence. Je voudrais tout oublier le jour où l'on s'est tant aimé. Je vis en silence. Je voudrais tout effacer pour enfin me retrouver. Je vis en silence.
plus jamais refouler et sortir du silence. Enfin je me retrouverai, jamais je n'y retournerai au silence. En silence. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est avec plaisir qu'on y va avec le bloc Expresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Marleau. Bonjour. Alors Pierre Laporte, tu nous as amené encore une fois un bon sujet. C'est 5 étapes pour interpréter les rêves. Oui, un sujet dont j'avais déjà parlé par le passé, mais qui revient parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sortent sur les rêves. Et on rêve Faut pas que tu aies un beaucoup. petit peu de musique ésotérique en arrière. On aurait pu en mettre un peu, oui. On rêve tous finalement, mais on Tout le s'en monde souvient rêve, C'est pas toujours. normal. Mais c'est difficile de se rappeler de nos rêves quand on sait le lendemain matin, quand on a bien dormi. Si quelqu'un nous éveille brusquement dans une étape profonde de sommeil, là, on peut s'en C'est s'en probablement rappeler. les derniers au stade d'éveil, de rêve éveillé, tu sais, ce qu'on appelle les yeux rapides. C'est ce que tu vas peut-être nous Oui, nous alors, mentionner. oui, c'est selon un article sur l'Internet qui s'appelle « 5 étapes pour interpréter vos rêves ». Un article écrit par Mme Flavia Mazelin-Salvi, qui est journaliste et auteure. Elle nous dit, dans la plupart des cultures, les rêves constituent des messages envoyés par les ancêtres, les dieux ou l'univers, que l'on doit décrypter pour mieux conduire sa vie personnelle ou les affaires de la communauté à laquelle on appartient. Dans notre culture occidentale, le rêve n'est plus considéré comme prophétique. Il est l'une des grandes voies par lesquelles l'inconscient se fait entendre. Pour Freud, qui le voit comme un rébus, c'est-à-dire une espèce de jeu où on exprime des phrases par des dessins, je ne connaissais pas ce jeu, mais son interprétation est même ce qu'il appelle la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Sur ce point, Carl Jung, le psychiatre suisse, ne le contredit pas, mais il élargit la notion d'inconscient du niveau individuel à un inconscient collectif défini comme une sorte de banque de données commune à l'humanité et peuplée d'archétypes. Et pour Fritz Perls et Erich Fromm, les fondateurs de la Gestalt thérapie, chaque étape du rêve est une projection de parties non conscientes de l'individu ou encore une manière de parler de ce qui ne peut se dire ouvertement. Dans tous les cas, le rêveur est appréhendé et comme un réalisateur qui écrit et tourne un film hors de la conscience du dormeur. À son réveil, lui seront restituées des scènes, des dialogues, parfois la totalité de la production qu'il laissera filer ou partagera comme on raconte une histoire ou encore qu'il tentera de comprendre seul ou avec l'aide d'un professionnel, parce que seul, c'est souvent difficile. Patrick Bertoliati, qui est formé à l'analyse qu'on appelle Jungienne et à la Gestalt thérapie, travaille depuis plus de 20 ans sur les rêves et sa passion de thérapeute et de chercheur n'a jamais faibli. Alors, comment analyser nos rêves? Comment décrypter ces rêves? Donc, Patrick Bertoliati, qui est psychopraticien, a répondu à toutes vos questions. Premièrement, avant de se lancer dans l'interprétation de ces rêves, il est important d'adopter le bon état d'esprit, celui qui permet de les accueillir et de les retenir. Oui. Comment tu fais ça quand tu dors? Mais écoute, tu vas voir. Écoute, prends des notes. Prends des C'est une notes. question un peu bête, là. Oui. Mais... Regarde bien. Commencez, dit-il, par déposer sur votre table de chevet un carnet et un stylo. La première étape passe par la relaxation du corps et de l'esprit. Avant d'entrer dans le sommeil, on aura évité les dîners lourds et tardifs, que j'aime bien, Ouais. ainsi que les substances excitantes. Procédez à plusieurs respirations profondes et relâchez progressivement tous les muscles de votre corps. Une fois détendu, répétez-vous plusieurs fois « Cette nuit, je veux rêver et me souvenir de mes rêves ». Dès que vous vous réveillez, notez votre songe en restant le plus fidèle possible dans votre récit à la façon dont il se présente. Ne rationalisez pas, ne vous censurez pas, ne cherchez pas à écrire un beau texte. Et surtout, écrivez au présent. Mais ça, c'est le dernier rêve que tu vas te rappeler. C'est pas Peut-être. tous les rêves de toute la nuit. Peut-être, ou peut-être ça dépend de l'intensité d'un des rêves. Mais j'ai pas... C'est déjà de s'en souvenir un, c'est déjà Oui, bien. c'est déjà... Oui, c'est déjà beau.
Moi, quand je me réveille, souvent, oui, je vais me rappeler d'un rêve, mais on dirait que ça disparaît vite. Ouais. Plus je me réveille... Si tu ne notes pas tout de suite, c'est ça. Ou on va se rappeler, évidemment, d'un cauchemar, parce que c'est spectaculaire. Oui, c'est vrai, peut-être, oui. Deuxièmement, séquencez votre récit. Datez votre rêve et donnez-lui un titre. Ce titre, qui est déjà une interprétation, va exprimer en le condensant votre ressenti. Il va concentrer à la manière d'un titre de roman ou de film l'atmosphère et le thème dominant de votre rêve. Décrivez-le avec exactitude, décor, personnages, situation, mise en scène, mots et émotions exprimés. Essayez de ne rien omettre. Comme dans un tableau, chaque détail compte. Parce qu'il y en a des choses qui se passent dans les rêves. Oui. Ensuite, troisièmement, procédez au questionnement. Une fois le récit composé, il est temps de le faire parler. Première étape qui peut vous éclairer sur les enjeux de votre vie présente, sentimentale, professionnelle ou personnelle. Il s'agit ici de reprendre chaque élément, les personnages, leur apparence, leur comportement, le décor, les situations mises en scène et de se demander qu'est-ce que cela évoque pour moi qui soit en lien avec ma vie actuelle. Par exemple, un personnage court dans le rêve. Il peut évoquer un manque de temps pour soi ou le désir d'échapper à des contraintes ou à des situations difficiles. Un orage éclate, le tonnerre gronde, il peut s'agir de la représentation d'un conflit récent auquel vous avez participé ou assisté. Notez soigneusement les réponses que vous sentez le plus en lien avec votre vie actuelle sans vous censurer ni vous juger. Deuxième étape qui peut vous fournir des informations sur vos ressources et vos blocages. Reprenez les éléments clés de votre rêve, c'est-à-dire les personnages, le décor, les situations. Examinez chacun d'entre eux par le prisme de cette question. Si cet élément était une partie de moi, quelle serait cette partie? Gardez aussi à l'esprit la possibilité que le rêve vienne faire contrepoids à certaines de vos attitudes conscientes. Pour répondre et interpréter de manière juste, il est important de vous écouter sans vous censurer ni vous juger. Votre réponse doit coller à votre ressenti. On voit que le mot censurer revient souvent. On ne doit pas se censurer parce que souvent les rêves, ça va dans nos... Ça peut aller dans nos fantasmes intimes aussi. Oui, puis dans des zones, c'est ça qui sont pas... qu'on n'aime pas révéler parce que dans des rêves, on peut s'adonner à n'importe quel acte. Oui, puis c'est souvent la narration, c'est souvent disjoncté. Oui, dans le sens que ça n'a pas de fil conducteur, il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. Alors, ça doit coller à notre ressenti, mais je reviendrai plus tard dans l'émission avec la suite. Ça, 5 étapes donc pour interpréter les rêves, c'est toujours très, très, très important à bien connaître nos rêves, pour mieux se connaître. Alors, demeurez des nôtres à l'émission Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons notre invité Fernand Landry du parrainage civique de Montréal. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur les 5 étapes pour interpréter les rêves. Nous entendrons aussi des chansons Comment je file de Matt Mallet et Juste correct du groupe Les Vestons. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Fernand Landry, bénévole au parrainage civique Montréal. Alors bonjour, M. Landry. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler de l'organisme Parrainage civique Montréal. On va aussi démystifier la déficience intellectuelle, la santé mentale, où est-ce qu'on se situe au niveau du parrainage civique. Donc, pouvez-vous nous présenter l'organisme? Alors, l'organisme s'appelle Parrainage civique Montréal. C'est depuis, dans les années 70, ça a été créé. Ça a été fondé à ce moment-là, oui. Ça a été fondé, oui. Le but, c'est d'intégrer les personnes déficientes intellectuelles et puis de leur créer un réseau social. Alors, on fonctionne avec... la façon de faire ça, c'est de trouver des bénévoles qui accompagnent ces personnes et puis qui leur permettent de vivre des expériences qu'eux seuls ne vivraient pas. Par exemple, des sorties comme culturelles, comme d'aller au théâtre, au concert, ou toutes sortes d'activités selon le goût de... Selon le goût des deux, en fait, parce que ça devient comme une nouvelle équipe, en fait, c'est ça? C'est ça. Le but, c'est de créer une amitié, un lien de confiance. Et puis parce que souvent, ces personnes-là sont isolées, vivent en appartement, sont seules, n'ont pas d'amis, n'ont pas de... presque pas de contact avec l'extérieur. Alors, c'est ça le but. Et pourquoi c'est important d'avoir une personne qui est, dite normale, entre guillemets, là, ou en tout cas qui n'a pas de problème de déficience intellectuelle? Pourquoi c'est important de jumeler, justement? Vous disiez, bon, les gens, des fois, sont seuls, mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous constatez, là? Oui, c'est qu'on devient très significatif pour eux. On devient une personne vraiment très, très importante. Ça devient comme un lien d'amitié, mais très fort. Oui, très, très fort, parce qu'ils savent que c'est grâce à nous qu'ils vont vivre différentes expériences qu'ils ne vivraient pas seuls, qu'ils n'oseraient même pas penser vivre. Oui, et on essaie, nous, à l'émission ici, depuis des années, on parle de santé mentale, puis longtemps, ça a été un peu tout mélangé, tout ça. On parle de santé mentale, déficience intellectuelle, problème de peu importe. Donc, comment on peut définir qu'est-ce que c'est la déficience intellectuelle versus les problèmes de santé mentale? Je dirais que la déficience intellectuelle, c'est un fonctionnement. Le cerveau fonctionne... disons, il y en a des qui sont adultes et qui peuvent fonctionner au niveau d'un enfant de 4-5 ans, tandis que les troubles mentaux, c'est une maladie mentale. Donc, les gens naissent avec une problématique de déficience intellectuelle. C'est un peu ça, là. Oui, c'est ça, oui. Et qu'est-ce qui fait que, après toutes ces années-là, vous dites dans les années 60 ou à peu près, là, que l'organisme a vu le jour, donc, qu'est-ce qui fait que ça continue encore et qu'il y a toujours des bénévoles, parce que vous êtes bénévole à l'organisme. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens ont le feu sacré pour pouvoir s'impliquer puis donner... c'est de voir qu'un petit geste bien ordinaire pour les gens ordinaires, disons, pour eux, ça devient très important. Juste un téléphone, juste une sortie, juste aller faire une promenade un soir, ou de savoir qu'ils ont quelqu'un à qui ils peuvent téléphoner s'ils veulent parler, s'ils s'ennuient. Ça leur apporte beaucoup. Et puis à nous aussi, parce qu'ils sont différents. Ils sont très ouverts, bien plus que nous. Ils sont très ouverts, ils sont très... très démonstratif, quand ils sont contents, on le sait, quand ils sont pas contents, il n'y a pas de jeu, c'est direct, c'est des rapports vrais, c'est très intéressant, enrichissant. Et comme bénévole, le regard de la société face à une personne qui a une déficience intellectuelle, c'est comment on voit ça, comment on se sent quand on est devenu un peu l'ami, ou en tout cas le complice d'une personne. Donc, quand il y a un regard un peu étrange. Là, il y a des regards étranges, mais moi ça ne m'a jamais dérangé. Il faut dire que ça fait longtemps que je suis avec les déficients intellectuels. J'ai travaillé comme enseignant à l'école Peter Hall, c'était des déficients intellectuels. Et puis, j'ai travaillé une dizaine d'années là. Puis ça fait une vingtaine d'années que je suis bénévole au parrainage civique. Et puis, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, on était à une cabane à sucre, puis il y avait des jeunes ados. J'étais avec ma fillette à ce moment-là qui était trisomique. Puis un des gars qui a dit à l'autre, il disait « Hey, gars, ça te ferait une belle blonde. » Parce qu'elle avait un nez croche. Elle parlait pas bien, elle a des difficultés à s'exprimer. Alors, je suis allé les voir, puis je lui ai dit, je pense pas que tu es le genre de personne qu'elle recherche. Puis, ça a comme... ça a arrêté l'affaire. Mais est-ce qu'eux, est-ce que ça l'a ouvert le dialogue ou ça les a plus... ça leur a fait prendre conscience de qu'est-ce que c'est? Je pense que oui. Moi, j'ai toujours fait ça. Quand je vois qu'il y a un regard, quelque chose, je vais vers les gens, puis je leur explique. Et puis, comme les trisomiques, par exemple, la plupart des trisomiques sont très, très ouverts.
Ils vont aller te voir, ils vont se nommer, ils veulent des amis, eux. Ouais. Ils vont demander qu'est-ce que tu fais. Ils vont te parler comme s'ils te connaissaient depuis toujours. Oui. Fait que des fois, ça surprend. Et qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour mieux faire connaître ou démystifier ou en tout cas faire en sorte que la société ait moins peut-être ce sentiment-là de rejet qu'en général les gens ont? On a toujours un peu peur, puis on a peur des gens différents, mais qu'est-ce qu'on devrait faire comme société? C'est des sortir. Pour nous, là, notre but, c'est ça, des sortir, des faire voir. Souvent, comme nous, on a une troupe de théâtre. Et puis ça les aide beaucoup. Une troupe que vous avez fondée au Parrainage? Oui. On est des parents marraines avec des personnes déficientes intellectuelles. Nous, notre rôle de bénévoles, c'est des mettre en valeur. C'est pas nous, on est là comme accessoire, on est là comme pour les aider. On n'est pas là pour nous faire le fait. Non, absolument. Disons, là, vous êtes un peu le faire-valoir dans le bon sens là, voilà, pour que la personne évolue. Là, c'est ça. Et puis, ils sont tellement contents. On les voit se transformer. Pour certains, c'est juste de se mettre une perruque, puis dès qu'ils ont la perruque, ils deviennent quelqu'un d'autre. Ouais. Combien de gens vous pouvez aider justement au Parrainage civique Montréal? Combien de personnes vous avez Une jumelé? Une centaine De personnes? Oui. Et est-ce que ce genre d'organisme-là, est-ce que ça existe ailleurs ou c'est... Oui, ça existe ailleurs, oui. À Montréal et ailleurs? Oui. Et comme quoi, par exemple? Il y en a un autre dans l'Est, et puis je ne sais pas trop, là, mais je sais qu'il y a d'autres associations. Il y a l'association aussi... AMDI, l'Association de Montréal pour les déficients intellectuels. Il y a différentes associations. Oui. Est-ce que comme société au Québec, est-ce qu'on est très en avance par rapport aux autres sociétés? Tu sais, on parle au niveau de ces gens-là. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que c'est quand même très avancé par rapport à d'autres sociétés? Je pense que c'est bien de plus en plus. Aussi, si vous marquez comme à la télé, souvent dans les téléromans, c'est rendu qu'on en voit. Avant, on ne voyait jamais un déficient intellectuel à la télé. Ça, c'est important aussi pour représenter, en fait, la société. C'est une partie de la société. Oui. Puis, il y a eu le film Gabrielle, qui est une jeune déficiente intellectuelle qui a fait un succès. Puis, Est-ce que les gens que, par exemple, vous êtes jumelés avec, on appelle ça soit filleul ou... oui, on est comme un parrain civique. C'est ça, exactement. Vous êtes un parrain civique. Est-ce que vous avez déjà parlé de ce genre par exemple, un film comme Gabrielle, qu'on a entendu beaucoup parler, qu'est-ce qu'eux en pensent? Est-ce qu'ils voient que c'est quelque chose qui aide leur... Il y en a qui la connaissent. Parce qu'elle fait partie d'un groupe, Rambrou, je crois. C'est un groupe de théâtre et de musique, là. Oui. Et puis, il y a de nos filleuls qui viennent au parrainage qui la connaissent, qui sont contents. Même, il y a des scènes qui ont été prises dans une activité de danse. Ils organisent des danses le vendredi soir, là, dans le sol d'église. Et puis, ce sont tous les mêmes jeunes qui se rencontrent. Puis, ça a été créé pour créer un lieu de rencontre. Et puis, oui. Qu'est-ce qui est le plus grand souhait des gens qui ont un problème de déficience intellectuelle? Qu'est-ce qu'ils voudraient le plus, à part peut-être prendre part à la société avec les activités que vous faites déjà, mais est-ce qu'il y a des rêves, des trucs qu'on vous parle? Ça fait longtemps que vous êtes bénévole. Hein? C'est d'avoir des amis. Souvent, c'est vraiment la notion qui revient souvent, c'est je veux un ami ou je veux une blonde ou un chum. Ça, c'est... Oui, c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Puis, entre les personnes, ça fonctionne pas. Si les gens qui se comprennent eux-mêmes, si on vit la même situation, on parle souvent, nous autres, en santé mentale, de pères aidants, des gens qui ont vécu des problématiques. Donc, si une autre personne vit aussi des problèmes de déficience intellectuelle, j'imagine qu'il y a moyen d'avoir une amitié aussi à ce niveau-là. Ah oui, il y a des couples qui se forment, il y a des couples... À part qu'avec des personnes dites normales, là. Oui, non, mais je veux dire, des couples qui se forment. Il y a des... dans les rencontres qu'on a eues, des couples qui se sont formés, oui. De gens qui ont qui se comprennent. Des gens qui ont une déficience intellectuelle, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut s'impliquer justement comme vous, qui veut être bénévole? Vous avez sûrement besoin de bénévoles. Oui, mais c'est ça. On est à la recherche de bénévoles. Il y a une liste d'attente d'une soixantaine de noms là, de donc, des gens qui aimeraient se faire jumeler avec un parrain, une marraine. C'est très simple. La seule chose qu'on demande, c'est d'avoir l'intérêt de vouloir partager avec quelqu'un de différent. Et puis, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas... l'équipe parrainage est là pour nous supporter, il y a toutes sortes de formations, par exemple, pour expliquer c'est quoi la déficience intellectuelle ou différentes problématiques. Il y a des activités pour expliquer leurs droits, tout ça.
Est-ce que le parrainage civique Montréal s'occupe de toute la grande région de Montréal? Est-ce que vous jumelez des gens un peu partout sur l'île et ailleurs ou juste sur l'île de Montréal? Sur l'île de Montréal. Ce sont des gens de 18 ans et plus. Qu'on doit au niveau des filleuls, là, vous parlez, au niveau des filleuls, oui, ceux qui viennent, les usagers. Les filleuls, les usagers. C'est ça, 18 ans et plus. Et puis, il y en a qui sont handicapés physiques aussi là-dedans. Oui, ah oui. Il y en a qui sont verbaux, il y en a qui ne peuvent pas parler. Il y a différentes problématiques. Mais ça, l'équipe parrainage civique est très équipée pour répondre aux besoins des bénévoles. On n'est pas laissé seul, on a de l'aide, il y a beaucoup d'activités entre bénévoles. Oui. Et comment le parrainage civique vit? Est-ce que vous avez des subventions? Est-ce que vous avez des dons? S'entraide et des dons. Oui. Donc, c'est des dons des gens qui croient à la mission. Et puis, à chaque année, il y a une campagne on vend des billets. Des billets on va chercher des commanditaires. C'est ça, pour des levées de fonds, en fait, pour réussir à maintenir les activités. Là. Ce qui est très intéressant dans cet organisme-là, moi, que je trouve, qui m'a frappé au début, c'est que les déficients ont une part entière, comme n'importe quel membre. Ils font partie du conseil d'administration. Ils ont des comités propres à eux. Ils prennent leurs décisions. Par exemple, le choix des activités. Tout ça, donc, ils prennent part. Ils ne sont pas juste, sont pas juste des utilisateurs de services. Voilà, ils prennent part. Oui, ils prennent part. Et puis, ils ont formé un comité de filleuls. Ils ont leur propre règlement. Puis, ils arrivent avec leurs revendications à l'administration, avec leur projet. Et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? On a encore une couple de minutes, mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme projet? Est-ce qu'ils veulent, par exemple, développer des activités ou des nouvelles... Ils vont dire oui. Il y en a qui avaient demandé, par exemple, comme un atelier pour apprendre l'informatique. D'autres voulaient des cours d'anglais. Ils ont eu des petits cours de base en anglais. D'autres, c'est la cuisine. Toutes sortes de... Donc ça les aide à développer leur autonomie. Oui. Comme moi, mon filleul, il a 27 ans. C'est un jeune homme de 27 ans. Il est en appartement. Il vient d'arriver en appartement. Alors, je lui aide à s'installer. Puis, je lui ai aidé à s'organiser un peu, faire de la bouffe, des choses comme ça. Là. C'est assez régulier, finalement, les communications que vous avez avec... Oui, bien, le parrainage, qu'est-ce qu'il demande? C'est seulement que 5 heures par mois. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ça peut être seulement qu'un téléphone, ça peut être juste aller prendre un café. C'est des activités très, très simples de vie quotidienne là, que pour nous, c'est... quelque chose d'ordinaire, mais pour eux, ça devient extraordinaire. C'est surtout la fréquence qui est importante de dire « je suis là, je continue à t'aider ». Puis ils vont dire « je suis allé prendre un café avec mon parent », puis ils racontent ça comme si c'était une aventure extraordinaire. Pourtant, on est juste allé prendre un café. C'est un minimum d'1 heure par semaine, c'est pas beaucoup. Là. Non. On invite les gens, pouvez-vous nous donner le numéro de téléphone? Ça serait intéressant si les gens veulent s'impliquer ou s'ils veulent justement donner de leur temps. OK. Le numéro, c'est le 514-843 8813. Oui, puis pour en savoir plus, je pense que vous avez une présence sur Internet. On peut faire une recherche dans un moteur de recherche, c'est ça? Parrainage civique Montréal. Oui, il y a aussi une page Facebook. Et puis là-dessus, il y a beaucoup de témoignages de bénévoles. Il y a des témoignages de filleuls aussi. On explique toutes les activités. On explique... Donc, les gens qui veulent en savoir plus, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Bonne continuité. Puis, ça me fait plaisir. J'espère qu'on va réussir à aller chercher quelques bénévoles. Certainement. Puis, bonne continuité. Félicitations pour votre implication. Alors, merci beaucoup, M. Fernand Landry. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Toujours plus beau au début, le soleil brille, les oiseaux chantent, on s'apprivoise tranquillement, on s'échange un peu de notre temps. Moi je veux t'aimer au complet, t'inquiète, je sais que personne n'est parfait, mais le temps passe et parfois tout change, notre histoire perd un peu de sa romance. Et quand tu t'enfermes dans la chambre et que tout à coup, c'était comme si tous les malheurs du monde pesaient sur tes épaules, que t'en ressors comme un coup de vent, avec les éclairs dans les yeux, comme si tout ce qui te tombait dessus était toujours de ma faute. Prends-moi comme je suis ou ben déguerpi, je me laisserai pas manger la laine sur le dos. Non, j'ai mieux à faire que de jouer aux inutiles aux quatre coins de ta vie, d'agir comme un clown devant tes amis. Je me prends pas la tête, je te dis juste comment que je file. Comment que je file?
Parfois j'aimerais revenir au début, ne plus savoir tous tes secrets, redécouvrir tout ce que je sais, qu'entre nous deux y a rien de plus vrai. Goûter encore la première fois, sentir un peu la gêne, quand je te vois puis qu'à la moindre chose qui tourne pas rond, tu me pointeras pas du doigt. Prends-moi comme je suis ou ben déguerpis, je me laisserai pas manger la laine sur le dos. Non, j'ai mieux à faire que de jouer aussi inutile aux quatre coins de ta vie, d'agir comme un clown devant tes amis. Je me prends pas la tête, je te dis juste comment que je fais. Comment que je fais. Je te dis juste comment que je fais. Je te dis juste comment que je fais. Je te dis pas que t'as toujours tort, non, je dis juste qu'il faut faire des efforts, qu'il est jamais trop tard pour mordre dans l'espoir. Arrêtons de faire les snobs, aimons-nous pour qui nous sommes, rendons les choses plus faciles et un peu moins hostiles. Prends-moi comme je suis ou ben déguerpis, je me laisserai pas manger la laine sur le dos. Non, j'ai mieux à faire que de jouer aussi inutile aux quatre coins de ta vie, d'agir comme un clown devant tes amis. Je me prends pas la tête, je te dis juste comment que je file. Comment que je file. Je te dis juste comment que je file. Je te dis juste comment que je file. Je te dis juste comment que je file. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Tel que promis, nous poursuivons le sujet amorcé plus tôt, Pierre, sur justement les 5 étapes pour interpréter les rêves. Oui. Donc, dans cet T'es extrait, prêt pour faire être chroniqueur à une émission de TV comme interprète de rêve? Interprète de rêve. Ça s'est déjà fait dans des émissions de TV. Oui. Tu as d'autres informations pertinentes à nous dévoiler? Oui. C'est toujours sur un article de Mme Flavia Mazelin-Salvi. Oui, l'article s'intitule « 5 étapes pour interpréter vos rêves ». Je disais dans la première partie de l'émission que pour répondre et interpréter de manière juste à nos rêves, il est important de nous écouter et sans nous censurer ni nous juger. Notre réponse doit coller à notre ressenti. Par exemple, je parlais tantôt, si dans notre rêve, on avait un personnage qui court, mais ça peut signifier aussi la capacité à échapper à un danger, donc à prendre soin de soi, ou la propension à fuir ses responsabilités, la discussion ou les autres, mais il peut aussi exprimer une urgence à agir, ou à l'inverse, un tempérament trop impatient ou téméraire. Un orage qui éclate, le tonnerre qui gronde peuvent pointer une tendance intérieure à exploser facilement ou au contraire la difficulté à exprimer une colère rentrée. Tout comme il peut s'agir d'un tempérament angoissé à l'approche d'un événement ou à l'inverse tyrannique inspirant de la peur aux autres. Est-il présage d'une détente à venir après la pluie? On dit le beau temps. Oui, mais il faut qu'il y ait des symboles très fixes. Si tu as rêvé d'un combat de lutte disjoncté, je sais pas c'est quoi le symbole. C'est quoi les points de repère? Je sais pas. C'est la pluie, la course, c'est souvent, j'ai souvent entendu. Il y a un rêve qui revient souvent, c'est qu'on rêve qu'on est sur une voie ferrée, on traverse une voie ferrée, puis le train s'en vient, puis on essaie de courir, puis on n'est pas capable. Ouais. Aussi, il y a des rêves qui reviennent souvent, comme on est nu-pied dans notre rêve, on sans savoir pourquoi. Ou des fois, on est complètement nu dans notre rêve, on n'a pas de vêtements, puis on essaie de se cacher, puis on ne sait pas pourquoi. Ouais. Mais ici, on n'en parle pas, mais je pourrais y revenir dans un autre article. Maintenant, autre étape, méditez vos visions. Il s'agit à présent de procéder à une lecture interprétative globale du rêve, éclairée par les 2 séquences précédentes. À ce stade, le rêveur
analyste dispose de matériaux précis, le lien entre son rêve et sa situation actuelle, des informations sur ses ressources et ses points faibles. Il peut maintenant, à la manière d'un amateur de peinture impressionniste, lire son rêve de façon précise en s'attardant sur tel ou tel aspect et l'appréhender dans sa globalité en comprenant son message principal. Il entre dans un dialogue intérieur avec ce dont le rêve est issu. Et là, je pense, Ghislain, tu es un amateur de cinéma, je me souviens d'un film de Hitchcock qui s'appelle en français « La maison du docteur Édouard ». Les Spellbound, avec Gregory Peck. Gregory Peck, oui, qui est c'est un vieux film de Hitchcock en noir et blanc, mais c'est quand même un très bon film, si on fait exception des effets spéciaux là, qui sont dépassés, mais le rêve est au centre de l'histoire. Je le suggère à nos auditeurs. Le classique de ça, c'est Alice au pays des merveilles. C'est un rêve. Oui, c'est un rêve, c'est vrai, effectivement. Oui, mais on a le côté psychanalyse peut-être dans le film Spellbound. Ensuite, relisez vos notes depuis le début en vous replongeant dans votre rêve comme si vous le reviviez. Procédez à des va-et-vient avec les images. Laissez-vous guider par vos sensations, vos émotions, laissez résonner vos interprétations et montez les réponses et les questions comme un réalisateur. C'est dans cet aller-retour fluide et libre que des compréhensions vont s'imposer à vous. Certaines seront des confirmations de votre ressenti ou de vos intuitions, mais d'autres pourraient vous surprendre en vous apprenant des choses de vous que vous ignoriez. Laissez ces informations cheminer en vous, laissez-vous surprendre. Faites-vous confiance et gardez à l'esprit qu'une interprétation juste se ressent dans tout son être et pas seulement dans sa tête. Et finalement, dernière étape, on nous dit réalisez vos rêves. Pour finir, il vous appartient de tirer les enseignements de votre rêve. C'est à vous, rêveur analyste, de choisir ce qui pourrait être modifié, exprimé ou cultivé dans votre comportement et dans votre personnalité pour que le dialogue entamé avec les rêves soit durable et porte ses fruits. Restez concret et ne cherchez pas à opérer de grands changements. C'est dans les petites choses que la transformation prendra d'abord place. Par exemple, achetez un livre en relation avec votre compréhension du rêve, dessinez-le, dansez-le, allez voir un ami, faites-le vivre dans le quotidien. Tiens, ça augmente la business de l'analyse du rêve aussi. Ça augmente la vente de livres. Mais le défi premier, c'est de s'en souvenir. C'est de s'en souvenir, c'est pour ça qu'on propose ici d'avoir un calepin proche de son lit, de la table pour être de capable chevet, d'écrire tout ça. Parce que c'est ça, souvent on s'en souvient, mais une heure plus tard, on se souvient plus si on ne l'a pas noté ou on ne l'a pas raconté à quelqu'un. C'est sûr, parce qu'une heure plus tard, si surtout tu es réveillé en sursaut, c'est parce que tu te rendors. Souvent, c'est dans les quelques minutes au moment où tu te réveilles, puis là, tu peux te souvenir de Et moi, je me rappelle que des fois je m'éveille, je me rappelle de mon rêve, mais plus mon cerveau se met à fonctionner, plus mon rêve s'échappe. Ouais. On dirait que... Oui, c'est spécial, mais on y reviendra peut-être difficile. un jour. Merci beaucoup, Pierre. Beau sujet. Merci beaucoup, Ghislain. On continue en chanson à Folie douce. Juste correct. Il y a le soleil qui se lève, puis moi je dors pareil, juste correct. M'arrête encore à job de 20 minutes, une demi-heure, juste correct. Le soleil lui plombe dans les cheveux de ma blonde, juste correct. M'en va vivre de même toute ma vie, toute ma vie. Tout est ok, tout va bien. C'est loin d'être parfait, mais au moins je regarde autour, je souris, je survis, je suis bien, juste correct. Juste correct. Le soleil lui flash dans mes yeux endormis. Juste correct. Je suis là et je marche l'air d'un zombie. Juste correct. L'odeur de ma
blonde coincée dans mes vêtements, juste correct. On va vivre de même toute ma vie, toute ma vie. Tout est ok, tout va bien. C'est loin d'être parfait, mais au moins je regarde autour, je souris, je survis, je suis bien, je suis bien. Juste Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. On termine presque ce rendez-vous de Folie douce cette semaine. Ghislain Malo, en nomenclature des chansons, bien sûr, comme on le fait à chaque semaine. On a écouté en début d'émission « On leur a fait croire ». De Alex Nevsky. On a écouté « Je vis en silence ». De Sandra Dorion. Oui. On a écouté dans la deuxième demi « Comment je file ». De Matt Ballet. Et à l'instant, « Juste correct ». Du groupe Les Vestons. Et voilà, le choix musical de cette semaine de toi et de Pierre. Oui. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, Pierre, pour la mise en onde. Bienvenue. Oui, alors on va remercier aussi nos invités. On a eu en début d'émission les gens du curateur public. En fait, Marie-Soleil Messier qui nous a parlé du curateur public. Je veux mentionner d'ailleurs le site web curateur.gouv.qc.ca. Numéro de téléphone 514-873-4074. On a eu également Fernand Landry du parrainage civique de Montréal. Je pense que tu as le numéro d'ailleurs à donner, Pierre. Le numéro de téléphone, c'est le 514-843-8813. 843-8813. Merci beaucoup, Pierre, pour tout ça. Et merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu as parlé des 5 étapes pour interpréter les rêves. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine. À la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop